You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la deuxième saison de Cold Facts, un peu spécial. Et ouais, on est lundi, on n'est pas mercredi, mais rassurez-vous, mercredi, on sera bien présent à 17h avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de Lausanne qui enchaîne 3 défaites. On va regarder un petit peu ce qui ne va pas en ce moment au Lausanne Hockey Club, malgré des statistiques de tir qui sont favorables au club vaudois. On enchaîne avec Genève Servette qui a dû composer sans Henrik Tomernes ce week-end, qui a fait une victoire, une défaite. Et puis on aura Tanner Richard qui va un petit peu nous remettre en question, nos questions de journalistes. On vous laissera écouter ça. Fribourg qui, comme Genève, enchaîne victoire et défaite. On va se poser la question de savoir ce qui se passe en ce moment avec Julien Sprunger qui est un petit peu dans le dur. Et on finit avec Bienne pour les clubs romans qui doit composer sans Michael Hugli, le magnifique but de Radgeb, un seul match, une défaite contre Genève, un Kunti présent sur les 3 buts. Et puis on va encore juste faire un détour par l'Amérique du Nord et la NHL avec un invité spécial, Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, qui suit le Canadien de Montréal au quotidien et qui va discuter un petit peu de la saison actuelle du club québécois. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme ? Ouais, je suis un peu perturbé. Pourquoi ? Parce que c'est lundi. D'habitude, c'est mercredi. Alors, par chance, mercredi, on aura quelque chose. Donc, les auditeurs ne seront pas perturbés. Mais moi, là, tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? On est lundi. C'est vrai que le lundi, là, ça fait un petit peu bizarre. Mais on va s'en sortir, t'inquiète pas. Première chose, on a lancé notre petit forum pour voir en test. On va voir si ça vous intéresse déjà. Ça prend. Si ça prend. On l'a lancé dimanche. On a commencé à... quelques discussions qui se sont créées. On espère que ça va vous intéresser, être un lieu d'échange pour la communauté, le grand mot, le mot cher à Hugh Kennec, mais on va se l'approprier, la communauté. Et voilà, on n'était pas prêt à ce que je me lance sur du Hugh Kennec un lundi matin, mais voilà. Et moi, on m'interdit de faire des imitations. C'est scandale. Bon, redevenons un peu sérieux. On commence par quoi ? Par Lausanne. Lausanne, ok. Le théorème Colfax, alors. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est 3 défaites. Alors, ça fait quand même 2 points. On va dire que dans une période... c'est pas noir foncé, c'est noir un peu plus clair. Hein. Mais c'est pas gris non plus. Honnêtement, Lausanne, là, ils ont de la chance d'avoir finalement des points en banque parce que c'est pas folichon. Et c'est un peu... Est-ce que c'est concernant ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour le club ? Peut-être pas encore maintenant parce qu'il y a assez de marge sur la barre. Mais là maintenant Lausanne va enchaîner avec de nouveau la Ligue des Champions où il va falloir, c'est un voyage à l'Uléo, on en a parlé, on a dit que ça pouvait souder l'équipe, très bien, sauf que après... Non, on parlait de ça pour Minsk en été, on parle pas de l'Uléo en pleine saison, nuance. Et après c'est 4 matchs, tout le monde a 4 matchs donc oui, jamais ils cherchent d'excuses, hein, on est bien d'accord. Mais ces 4 matchs, tu dois quand même les négocier. Tu peux pas te permettre de faire 4 défaites, on va dire. Mais on voit qu'il y a une... comment dire ? Il y a plusieurs étapes dans les équipes qui vont pas bien. Et une des étapes, c'est à quel moment tu commences à changer tes lignes. Et je crois que là, on a franchi cette étape-là samedi à Davos, vu que Ville Peltonen a changé ses lignes. On a décidé de pas trop revenir sur l'affaire Trabert quand même. Hein. On n'en parle pas de ça. Ça, il a changé ses lignes pour le coup vendredi, Centime Trabert, qui était, on le rappelle, éligible pour jouer. Mais en fait, ils n'ont pas compris le mail de la Ligue qui était écrit en allemand. Et ils ont cru qu'il était suspendu. Moi, je pense qu'ils étaient tellement... Mais ça, à part ça, l'histoire, elle est drôle. Avant de passer l'histoire, elle est drôle. On a le droit de se moquer. Je pense qu'il faut... Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Non. Ça fait quand même un peu chenille. T'es une équipe professionnelle de hockey qui a le droit d'engager un joueur, tu préfères jouer... Enfin, c'est pas que tu préfères. Tu laisses un spot dans ton roster libre parce que tu crois qu'un joueur est suspendu, puis en fait, il l'est pas. Niveau sérieux, c'est quand même moyen. Après, voilà, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais niveau... Si t'es dans une phase positive et il se passe ça, tout le monde en rigole et on se tape sur l'épaule. Là, t'es dans une phase un peu négative. Je pense pas qu'il y avait besoin de ça. Mais voilà, donc la phase négative, on en arrive au stade... On rechange les lignes. Moi, j'avais jamais compris pourquoi la Vermin Jeffrey Berchi avait été séparée. Mais force est de constater, c'est que depuis
ben Berchi il va plus aussi bien. Non. Vermin, c'est pas la joie. Jeffrey, c'est pas la joie. Alors, samedi, on est revenu avec Vermin, Jeffrey, Moy. Moy, c'est pas la joie non plus. Enfin, Alors- c'est très drôle parce qu'il a plus marqué depuis une éternité. Et demi. Et il avait été pas mal avec l'équipe de Suisse à Oui. la Deutschland Cup. Donc, c'était quand même début novembre. Tu peux te dire que ce qu'il avait amassé comme confiance avec l'équipe de Suisse, peut-être qu'il pouvait la retrouver avec Lausanne. Alors, il va créer. C'est pas un mauvais joueur, mais en ce moment, ce que tu attends de lui, c'est d'être, si ce n'est un game changer, au moins un type qui amène quelque chose, qui va marquer un but. On gueule, enfin, on loue les qualités de Lausanne. On se dit, ah oui, mais ils ont quand même 3 bonnes lignes. Ouais, on aimerait peut-être bien le voir sur la glace, finalement, que ces joueurs de bonne ligne Ouais. pointent un peu. Et tout le monde est dans le même sac, étrangers, joueurs suisses. Il n'y a pas de différence de traitement entre les joueurs. Parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a personne qui se lève. Il n'y en a même pas un où tu peux dire, lui, non, lui vraiment, il a été au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée. Emerton, même s'il joue bien, hein, il pointe plus beaucoup. Jeffrey a eu une période où il avait marqué 13 points en 7 ou 8 matchs, ou un truc comme ça, où là on se disait, ah voilà, on a de nouveau le 1 point par match Jeffrey. Ça redescend. Ouais. C'est assez bizarre. Tyler Moy, pour revenir sur le sujet dont tu parlais avant, moi, ça fait partie de ce genre de joueurs qui sont énigmatiques pour moi. Il y en a un, je l'ai déjà mentionné à ce micro, c'est la Supertadia, qui n'est pas un mauvais joueur du tout, mais moi, je vois pas le truc avec ce joueur-là. Et je suis pas en train de dire que c'est des mauvais ou autres, mais moi, je vois non plus pas le truc. Il a été labellisé intelligent en arrivant à Lausanne. Moi, je suis totalement persuadé que s'il n'avait pas fait Harvard, mais l'université de Caroline du Sud, on n'aurait pas directement dit que c'était un joueur intelligent. Mais alors quand tu sors de Harvard, tu es forcément directement un peu plus intelligent que la moyenne. Je le vois pas sur la glace, honnêtement. Et je dois avouer que je me remettais pas mal en question quand il allait bien la saison dernière, en me disant bon bah tu t'es planté quoi. On a le droit de se tromper, je suis le premier à l'admettre toujours. J'avais pas vu le truc, mais en fait c'est un sacré joueur. Puis bah, cette saison c'est vrai qu'il est un peu plus à la peine. Alors il est très très inefficace devant le but, mais il arrive quand même à se créer des occasions. Donc oui. j'ai tendance à me dire que ça devrait aller un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est l'un des points faibles de Lausanne. Tu attends plus d'un joueur comme lui. Joris c'est une bonne surprise par contre en ce moment, je trouve. Maintenant, voilà. En ce moment, dans cette période difficile. Mais on en revient aussi à Joris qui était en Amérique du Nord, qui doit se réhabituer ou s'habituer au jeu, aux tailles, dimensions européennes. Et tu l'as souvent mentionné, avec Vermin, avec Berchi, avec d'autres joueurs qui revenaient, que y a l'adaptation. En général, elle peut prendre 2 mois, 3 mois. Ah bah tiens, on a commencé au mois de septembre, octobre, novembre. Et là, on retrouve un Joris qui a l'air d'être plus présent. Mais c'est 40 tirs au but et 2 buts. Enfin, là, honnêtement, c'est aussi embêtant. Et c'est à l'image de toute cette équipe de Lausanne. Les tirs sont là, les occasions sont là, mais au bout du compte, il manque ce petit quelque chose. Et là aussi, dans les périodes où ça va pas, il y a souvent ouais, mais le gardien adverse, hein. Et le gardien adverse, en l'occurrence, c'était Eschliman samedi soir à Davos, qui fait un bon match. Il fait même un très bon match. Mais tu sais, j'ai l'impression on passe assez souvent par ces périodes-là. Et j'entends, et c'est toute proportion gardée. Je dis pas que qu'il va arriver à la même chose à Lausanne, mais c'est le Fribourg de l'année dernière où tu dis ouais, mais quand même, hein, 37 tirs cadrés à 29, on perd 4-2, quand même. Ouais, mais en fait, est-ce que les 37 tirs valent tous quelque chose? Est-ce que les occasions sont là, mais les snipers et les gens capables de la mettre au fond, en ce moment, ils sont muets. Ouais, tu parles des tirs, on va prendre le match contre Berne, c'est 25-20 en faveur de Lausanne, après 2 tiers, je précise, où la Lausanne semblait en bonne position et n'a pas réussi à enfoncer le clou ou juste marquer ce but supplémentaire pour faire douter Berne. Parce que Berne, au début de match, même si maintenant ils sont sur une période de 3 victoires, et j'ai l'impression que la victoire contre Fribourg-Gotteron, elle est du même tonneau, c'est qu'on sent une équipe, c'est un patient qui n'est pas encore totalement rétabli, et la rechute, c'est très ténu comme frontière entre... c'est pas des victoires où on fait un statement, on dit, bah voilà, on a retrouvé le Berne champion. C'est des victoires, mais tu sens que c'est pas passé loin de la catastrophe. Et contre Davos, alors c'est 32-12 après 2 tiers. Effectivement, là, au niveau des tirs, peu importe si peut-être il y a des tirs alibi dans le tas, le volume et la différence est quand même très net. C'est quasiment un rapport de 3 contre 1. Et au final, c'est 44-24. Et tu perds 2-1 en prolongation.
32-12 après 44-24. 32-12 après 2 tiers. Ouais, puis après, ça fait 12-12 dans le dernier tiers alors. Voilà. Mais apparemment, de ce que j'ai. Moi, ce soir-là, j'étais à Rapperswil, j'ai rattrapé le match le lendemain. Davos, c'était pas terrible non plus. Et on a vu Davos, c'est pas terrible en ce moment. on a vu un petit Davos à Fribourg Mhm. vendredi soir. On voit pas un grand Davos le lendemain contre Lausanne. Je pense que pour eux aussi, l'arrivée de la pause, ils ont encore un match demain, vu qu'on enregistre lundi pour lundi soir contre Ambry. Mais je pense que pour eux, la pause, elle va pas faire de mal non plus. Ils ont pas mal tiré sur certains joueurs et puis ça commence à se voir, je pense. D'ailleurs, ils ont rappelé Chris Egli d'Ambry. Il était parti un petit peu pour gagner du temps de jeu. Baumgartner est parti avec l'équipe d'Autriche. Voilà. C'est des jeunes, donc peuvent être fatigués aussi à un moment. Mais on avait dit aussi que Davos pourrait être rattrapé par le calendrier. Il y a l'équipe de Suisse. Il y en a quand même quelques-uns qui vont partir, dont Ambul, qui a 35 ans. Le poids des ans pèse quand même, surtout que c'est un joueur très énergique comme ça. Il y a la Coupe Spengler qui vient derrière. Voilà, Davos est dans une phase qui est pas forcément simple, mais si on revient à Lausanne, moi ce qui me frappe aussi, on dit on tape un peu soit on tape sur personne, soit on tape sur tout le monde en gros, mais il y a quand même une chose, c'est Jonas Junland, pas forcément sur le jeu, mais dans l'impact. 0 tir, 1 manqué, 3 bloqués. Eldner c'est 4 tirs, Nodari c'est 5 tirs. Eldner c'est 13 minutes 15, Junland c'est 23 minutes 14. Avec du powerplay. Donc, Eldner a quand même réussi à générer 4 tirs, peu importe si ils sont arrivés jusqu'au gardien. Junland n'arrive même pas à faire ça, donc c'est clair que Lindbaum avait plus de tirs aussi. Donc, c'est clair que Junland, tu t'attends. On voit Gunderson, on voit Temernes, on voit tous ces défenseurs numéro 1 de leur équipe qui arrivent à générer de l'offensive. Junland, en ce moment, il n'y arrive pas, quoi. Non, et ça pose un autre problème, c'est depuis quand Ian Alston nous dit qu'il sonde le marché pour les étrangers. Mais au bout d'un moment, ils sondent quoi? Enfin, le sondage, c'est les carottes que tu fais pour truc. C'est du carbone 14, là, il est remonté à la préhistoire. Bah, je sais pas ce qu'ils sondent, mais là, ça fait un moment. Puis au bout d'un moment, aider aussi Ville Peltonen, quoi. Jeffrey, effectivement, c'est compliqué. Est-ce que psychologiquement, l'annonce de son départ imminent, ça a joué un rôle Moi, ça, je le prends pas en compte. Arcobello, qui est magnifique sur ces 3-4 derniers matchs. Attention. Arcobello a décidé de quitter Berne pour aller à Lugano. C'est différent. Ouais. Jeffrey, on lui a dit, oui, t'aimerais peut-être rester là. Ben nous, on veut pas de toi. Encore une fois, là, on dit pas que c'est bien ou pas bien la décision. Non, surtout que c'est pour aller à Berne. Enfin, tu vois, maintenant, il a signé à Berne, ça devrait quand même aussi un petit peu. Ça va. Mais la situation, elle n'est pas comparable, dans le sens où d'un côté, il est plus souhaité à Lausanne. Je peux aussi imaginer quand même, quand tu as passé 4 ans dans un club, ça doit faire un petit peu mal. Après, au bout d'un moment, il va quand même être payé jusqu'à la fin du mois de mai pour jouer et par Lausanne. Oui, ça peut être une excuse pour un petit contre-coup, mais maintenant c'est bon, passe à autre chose, quoi. Donc lui, c'est pas la joie, je suis d'accord. Comme tu dis, Junland, t'en attends un petit peu plus, mais en même temps, si t'as pas de 5e étranger, tu peux même pas dire, finalement derrière ça tient, on peut partir avec le seul Lindbaum comme étranger et avoir un 3e attaquant qui peut nous permettre de ne pas avoir Trabert en 3e ligne et de ne pas avoir Roberts qui doit débarquer des Ticino Rockets. Il fait très bien son job, bien sûr. Rien à dire sur lui. Mais voilà, absence d'Antonietti, absence de Almond, et puis t'as Trabert en 3e ligne. Et on en revient finalement au même problème. À la profondeur. On radote peut-être, mais ça reste un problème, c'est que là où t'as 2 absents, et sans faire injure à Antonietti, je pense pas que c'est un des défenseurs du top 6, un des attaquants du top 6 qui est absent, c'est un joueur de devoir qui le fait magnifiquement sur la 3 ou 4e ligne selon les soirs. Il est polyvalent, il peut jouer plusieurs positions, mais ça doit pas être un grain de sable qui te pose des problèmes insurmontables. Voilà, vivement aussi le retour de Almond qui offre des options en jouant au centre, en jouant à l'aile si possible. Mais actuellement, ouais, c'est une phase un peu difficile. Moi, il y a un truc aussi que j'ai noté qui m'ennuie, et on l'a déjà abordé, mais pas de manière très franche, c'est Heudemark, parce que tu l'as habillé, il fait 0 minutes. Le plus de minutes de jeu qu'il a ces derniers temps, c'est le 5 novembre où il avait joué 8 minutes. Mm-hmm. Tu prends ce joueur, tu vois qu'il est bon avec Zug Academy, donc tu te dis, tiens, on va pouvoir l'intégrer dans notre contingent parce qu'on a vu quelque chose qui est positif. Mais alors, tu l'envoies en Swiss League 5 matchs, mais après, tu le rappelles et finalement, tu le renvoies plus. Mais pour le faire jouer 0 minutes, tu sais que c'est une police d'assurance si t'en as un qui se blesse, donc ça veut dire que t'as pas confiance en lui. Peut-être qu'il a peut-être pas le jeu qu'il faut pour jouer en National League en ce moment à Lausanne. C'est possible, j'en sais rien.
Mais je trouve que pour son développement, si on me disait qu'il a un step back ou qu'il a un pas de retrait par rapport à son développement naturel, ça me surprend pas, quoi, parce que il doit pas être très en confiance, le type, quoi. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me désole un peu, parce que c'est un défenseur que j'aimais bien. Bon, on se rappelle, l'année passée, j'avais dit, moi, Ouais, il a 10 buts, 10 passes. il me j'irais semble, chercher si je devais aller chercher un joueur en Ligue B, ce serait Victor Hudémarque avant que Lausanne le signe. Donc j'étais très content que Lausanne le signe, de le voir près de chez nous et de voir le développement de ce jeune défenseur ici. Comme tu dis, il a exactement 10 buts, 10 passes en Swiss League avec l'Académie zougoise. Il est encore jeune, il a une vraie marge de progression. Mais là, il doit trouver un petit peu le temps long, je pense, le pauvre. Il a encore une année de contrat à Lausanne. Fais-le jouer quelque part. Donne-lui des minutes. Effectivement, bah, il est monté à la chaux de fond à un moment. Ou alors, effectivement, tu sors une lande de l'alignement, tu as ton 5e étranger, mais tant qu'il n'est pas là, c'est pas une option qui va arriver pour faire remonter dans l'alignement Hudémarque. Moi, j'ai quand même trouvé l'interview de Joel Janadzi à MySports vendredi soir assez intéressante. Alors, il faut savoir une chose, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Joel Janadzi, c'est un joueur qui est entier. Lui, il va jamais réussir à venir à l'interview puis nous servir un blabla. Un match après match. Voilà, non, on a été bon quand même, on était un peu malchanceux. Non, lui, il va dire ce qu'il pense, ou du moins, même s'il va pas le dire, il va pas réussir à cacher ses émotions. Ouais. Et c'est exactement ce qui est arrivé vendredi soir. Mais quand même, c'est intéressant de lire ses propos, et, enfin de lire entre les lignes de ses propos. C'est pas facile en ce moment à Lausanne pour tout le monde. Et moi, ça fait écho à certains mots que j'entends du vestiaire où il y a une certaine, comment dire, scission, c'est un mot extrêmement fort et que j'ai pas envie d'utiliser. Il y a un problème entre les joueurs de rôle et les joueurs qui ont un rôle beaucoup plus en vue, et la répartition des responsabilités et l'impunité dont certains jouissent, dans le sens, peu importe ta production sur la glace, il n'y aura pas de sanctions internes ou de rétrogradation dans l'alignement. À l'inverse, exact. Alors, c'est pas les mêmes cas, mais Genève a toujours dit, nos jeunes, on les monte, on les descend dans l'alignement en fonction des performances. S'ils méritent plus de temps de jeu, ils en auront plus. S'ils méritent de souffler, ils vont souffler. À Lausanne, ça n'arrive pas. Alors oui, c'est une autre pas une autre mentalité, approche, mais c'est une autre approche, c'est une autre saison. On rappelle, Genève est dans un plan de reconstruction, Lausanne est dans un plan de consolidation en tête de classement. Mais je pense que de temps en temps, un peu plus de concurrence interne, ça ferait de mal à personne. Et actuellement, il y en a certains qui doivent en souffrir. On continue sur le Léman avec Genève. Ça tombe bien. C'est pas forcément une question de théorème Colfax pour le coup, mais aussi parce que Greg, tu as vu les Genevois 2 fois ce week-end. Oui, exactement. Donc, je trouvais que c'était bien parce que tu pouvais mieux analyser pour le coup le jeu de Genève, qui a donc battu Bienne à domicile 3-2 pour le match de l'escalade. Exact. Là où un de nos auditeurs avait eu la chance d'aller en VIP en ayant remporté le concours. Et puis, alors, par contre, samedi... C'est un petit peu moins bien passé à Rapperswil. Je sais pas si tu veux d'abord qu'on fasse le positif ou d'abord le négatif. Non, mais on peut juste parler. En fait, les deux matchs, ils sont pas foncièrement différents, je trouve. Dans le sens où Genève commence 2 fois très mal ses rencontres, que ce soit contre Bienne ou contre Rapperswil. Juste qu'un soir, tu as un gardien qui fait en sorte, qui donne. On dit souvent que le gardien, il doit donner une chance de gagner à son équipe. Et vendredi, il l'a fait, Robert Mayer, en étant excellent contre Bienne durant le premier tiers où Genève n'a pas vu le puck à peu près. Il n'y a que 1-0. En plus, c'est un but incroyable de Radgeb. Un coast to coast. Puis il couche encore, Mayer, il lève le puck. C'est magnifique. Mais ce soir-là, malgré une nette domination biennoise, Genève est là et au contact. Et depuis le début de saison, Genève est une équipe qui finit très bien ses matchs. Les 2 derniers tiers, c'est une des très bonnes équipes de la Ligue. Ça, c'est encore confirmé là. Le lendemain, problème, c'est que c'est une Rapperswil comme ils font de temps en temps. On a vu la veille contre Zurich. Ils ont 3 shoots, 3 buts. 3-0 après 1:40. Il y avait eu contre Fribourg 9 shoots, 6 buts dans un tiers. De temps en temps, il y a ça, où tu as des lignes qui sont offensivement très intéressantes. Je pense à l'association Clark et Chervenka, évidemment. L'association Rowe, Christo, c'est intéressant. Après, derrière, c'est la nuit, les 2 autres lignes. Mais ils ont le choix de Tomlinson, c'est d'avoir 2 lignes très très fortes offensivement. Puis derrière, on tient, quoi. Ouais. Et ça s'est passé contre Genève samedi soir. C'est la même physionomie, c'est pas le même résultat. Il y a 3-0 après 10 minutes d'un côté, il y a que 1-0 et donc Genève était encore au contact.
Derrière, moi, j'ai bien aimé la réaction genevoise. Finalement, les deux soirs, et là aussi, résultat différent, mais est-ce que le match est vraiment différent? Je suis pas vraiment sûr. Au bout du compte, c'est une équipe qui se bat et qui n'a rien lâché. Je veux dire, quand tu les 3-0 à Rapperswil après 10 minutes en back-to-back, sans Henrik Temernes, ça aurait vraiment pu être la porte ouverte. En plus, dernier match avant la pause, tu peux dire, bon ben, on a fait notre week-end. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise idée de poser la question à Tanner Richard en lui disant que mais finalement, c'est pas mal. Si tu fais une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, t'es en playoff. Bah, je vous laisse écouter sa réponse. You can think what you want. I don't think that way. Everyone can think the way they want. I don't think, if we go into a weekend saying, hey, hopefully we can win one of these two, I think that's how you start a loser's mentality. And even if you do get in, you're not going to win in the playoffs thinking like that. So fuck that. I mean, we got to go. We got to plan on winning every hockey game. Obviously, it's not realistic, but we can't have that mentality. We got to go in. We got to reset our heads here. I think at the start of the season, if anyone said we would be in this position going into the break, the little national team break in December, I think we would have taken it. So I think we got to be happy with what we've done. But we also realize that as the season goes on and the later the games are in the season, that they're harder to win because everyone gets more desperate. So we got to be ready for what's coming, and we got to take this break, learn, get better, realize what we're doing wrong, and where we can get better as a team. And I think we'll be good. Bon, on va traduire vite fait. En gros, il me traite de loser. Voilà. Non, c'est pas vrai. Il dit que c'est une mentalité de il dit que c'est une mentalité de loser, qu'effectivement lui il sait que c'est pas réaliste de gagner tous les matchs, mais que tu dois vouloir gagner tous les matchs tous les soirs. Tu peux pas te permettre d'arriver un week-end en disant on espère qu'on en gagne un sur deux, que c'est comme ça que tu inculques une mentalité de perdant dans un vestiaire et qu'il peut pas se permettre ça. Que comment il enchaîne en disant que voilà, il y a la pause qui va arriver, c'est un bon moment pour penser à ce qui a bien été, de ce qui reset, n'a pas fonctionné, voilà, de se reposer, de remettre à zéro le cerveau et analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et moi, j'aime bien parler à Tanner Richard. Il va toujours dire ce qu'il pense. Et, bon, à l'image d'un Joel Genadzi, finalement, mais c'est un joueur qu'on entend moins, Tanner Richard, parce qu'il y a cette barrière de la langue. Et on pense peut-être moins. Alors, moi, c'est pas un problème d'aller lui parler en anglais. Je sors mes plus belles phrases en anglais. Mais c'est vrai qu'il est moins présent à MySports, qui prend peut-être plus facilement des joueurs francophones. Et je comprends, c'est plus sympa. Là, on doit vous traduire derrière ce qu'il dit. C'est moins confortable, disons. Mais de temps en temps, j'aime bien aller lui parler. Et là, ça valait la peine. Ouais, puis tu sens que c'est un joueur, cette mentalité nord-américaine aussi. On se cache pas trop. On l'avait fait aussi juste avant les playoffs. C'était avec Jonas Nylund qui disait pour Lausanne qu'il était capable de prendre un puck avec la tête. On a vu ce qui s'est passé par la suite, c'était pas trop ça. Moi, j'aime bien ces joueurs qui vont... Là, c'est pas des grandes phrases. Pour le coup, il le fait vraiment. Tanner Richard, tu sens qu'il est pas content avec ce qu'il a fait. Et puis effectivement, mais en même temps, ta question de dire ouais, mais le week-end, il est réussi. Une victoire le vendredi. Alors, oui, une défaite le samedi, mais voilà. On en revient à cette question du 1,5 points et t'es en play-off. Et c'est pas faux de lui poser cette question et sa réponse n'est pas fausse. Enfin, c'est ce que j'aime bien dans le truc, c'est que tu lui poses cette question, mais c'est une question de journaliste. On essaye de voir un peu plus. On regarde pas. Non, on prend pas match après match, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, un petit peu, même si sa réponse n'est pas match après match. Non, bien sûr. Non, mais je pense à part ça. Tu te dis, bah voilà, on a battu Bienne le vendredi, une très grosse victoire, parce que Bienne a fait un bon match à Genève vendredi, et Bienne, c'est vraiment une belle équipe à avoir joué. Dis bon, maintenant on va capitaliser à Rapperswil, on met 3 points de plus en banque là-bas. Je dis pas qu'ils sont partis sur de la victoire, mais tu dis, là on a une vraie occasion de faire un gros week-end. Tu fais 6 points, tu prends de nouveau tu reprends une marge supplémentaire sur la barre. Ben non, là, je peux imaginer cette pas le mot colère, c'est un peu mais cet agacement qu'il avait à cette interview, clairement. Smirnov, on parlait des jeunes dernièrement, et notamment dans le cas de Lausanne, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs que tu pouvais mettre dans le line-up, les monter, les descendre. Tu parlais de pas de scission dans le vestiaire, mais un peu de ce truc où les rôles sont quand même très définis, où les gros canons sont comme ça, puis les joueurs de devoir, c'est comme ça. Smirnov recommence à mettre des points, et on ne parle pas forcément que de hockey manager parce que ça serait réducteur, mais là tout d'un coup, même en 10 minutes 23, il met un but, un assist. Le management de Denis Smirnov est bien. Il avait rejoué un petit peu plus, là il rejoué un petit peu moins, mais il continue à être productif. Donc il fait cette passe à Miranda.
je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il a quand même toujours ce coup où il peut décider, peut-être pas d'un match, il est peut-être un peu jeune à ce moment-là, mais il peut amener un but par une vision hors norme. Ouais, là, t'as le même exemple la veille, la petite passe à Jonathan Mercier pour l'égalisation. Tu parles de décider d'un match, ben là c'est quand même le cas, il décide pas du match, mais Il se met en position. Si Genève peut marquer 2 buts en 3 minutes, c'est parce qu'il y a cette inspiration géniale pour le 1-1. Mercier fait un appel, il le voit, il lui met le puck parfait. Il n'a plus qu'à marquer, entre guillemets. Il y a quand même Jonas Hiller en face, mais il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Et c'est vrai que Denis Villeneuve, là, il est de nouveau sur un bon trend. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 matchs du week-end, il a joué avec Patry sur un côté et Miranda de l'autre. Patry, il joue ses premiers matchs avec un vrai rôle dans cette équipe. Bah, il a été bon, moi, je trouve, les 2 fois. C'est positif, ça, vraiment. Arnaud Ria joue un petit peu plus aussi. Il est entouré de Cast et Douai. Là aussi, ça se passe bien. Puis ben, devant, t'as Winnick. Franchement, le match qu'il fait contre Bienne, je pense que c'était... comment dire, unsung heroes en anglais, c'est pas lui qui a fait les gros titres des journaux le lendemain. En même temps, tu me diras, c'est moi qui fais les titres sur ce match-là, mais peu importe. Mais le travail qu'il fait chaque match, chaque shift, il est intelligent, il est tout le temps juste. Et de ce qu'on me dit aussi dans le vestiaire, il est ultra précieux. On sous-estime peut-être un peu des fois Daniel Winnick parce qu'il est peut-être un peu plus discret. Et encore, il est bien présent, il a quand même 11 buts. Mais peut-être qu'on le voit un peu moins. Mais moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Donc ouais, week-end quand même réussi si on prend la big picture. Je suis désolé les mots en anglais, là, c'est une salve. Ouais. Mais oui, bon, après, ça fait un peu tâche d'aller perdre à Rapperswil comme ça, de se prendre 3 buts en 10 minutes. Ouais, effectivement, il y avait vraiment moyen de faire un pas en avant. Bah là, Genève a fait un petit peu de surplace. Parce que aussi, l'absence de Tom Ernest, tu mentionnais, il était malade pour ce week-end et il a fallu compenser ses minutes. Il y a un bonhomme qui a dû compenser plutôt beaucoup cette absence, c'est Marco Maurer. C'est 23 minutes 53 contre Rapperswil. Bon, merci. Puis surtout 26 minutes 44 si les stats sont prises correctement contre Bienne. Tu te dis, ah ouais, c'est du Tom Ernest dans le texte. On a Fulmin aussi qui avait joué 21 minutes 11. Donc, des défenseurs qui sont appelés à avoir, allez, qu'est-ce qu'on va dire, entre 15 et 20 minutes de glace. Ils peuvent tout à fait absorber ce genre de choses en étant des fois moins mis face aux grosses lignes adverses, ou en tout cas être des défenseurs qui sont censés éteindre ces lignes-là. Puis là, tout d'un coup, non, on te demande une production différente. Surtout que le samedi, il y a encore Mercier et Esmonds qui n'ont pas terminé le match. Cast a dû venir en défense pour dépanner. Ouais, Maurer, ils ont dû tirer sur lui. Je pense pas qu'il a les jambes pour, honnêtement. Vendredi contre Bienne, c'était compliqué. Mais voilà, ça... Find a way, c'est vraiment ça. Ils ont trouvé un moyen de gagner ce match-là. Maurer, en fait, avec lui, t'es pas surpris. Tu sais ce que tu as. Il va toujours être rugueux. Il va toujours être prêt à mettre un petit coup qui fait mal, à faire l'effort supplémentaire pour se coucher sur un puck. Il va vraiment... Vukovic. Ouais, alors dans un style différent, mais et aussi, voilà, il a ce rôle de mentor qui lui a été proposé au moment de revenir à Genève. Mais ouais, quand il te manque Tom Ernest, tu le vois quand même. S'il manquait Ryan Gunderson à Fribourg, je pense que ce serait le même genre de difficulté. Bon, on l'a vu, il leur manquait finalement Gunderson l'année passée à Fribourg. Puis on a vu que c'était quand même... Tout est plus compliqué quand tu n'as pas un joueur qui est capable de prendre 25 minutes par match et d'être constamment bon des 2 côtés de la patinoire. Parce que c'est le cas de Gunderson, on y reviendra un peu plus tard. Et c'est le cas de Tom Ernest. Enfin, je pense qu'on l'a déjà dit que c'est le meilleur défenseur de la ligue, en tout cas selon moi. Et ça bouge pas. Donc, de devoir jouer 2 matchs sans lui, tu vois à quel point il est important quand il est là. Le Coultre a dû jouer un petit peu plus en powerplay. Ça a été assez difficile à Rapperswil, 8 minutes de powerplay. C'est pour la faute de Le Coultre si le powerplay n'a pas tourné. Mais ça aurait sûrement tourné différemment avec Tom Ernest, ne serait-ce que par habitude d'avoir les automatismes en place. Le Coultre a fait ce qu'il a pu. Carrère aussi a fait plus de 20 minutes. Exactement. Bon, c'était le dernier match avant la pause, donc ça allait. Tu savais que le lendemain, tu pouvais te reposer peut-être de 3 jours. Mais effectivement, Tom Ernest, vivement qu'il revienne. Apparemment, c'était une gastro, donc c'est rien de grave. Apparemment, ils ont mis
tout un processus en place dans le vestiaire pour se désinfecter les mains à chaque occasion, après chaque poignée de main, Ouais, etc. Je voulais justement te revenir là-dessus parce que dans le vestiaire, c'était le vestiaire lausannois, ils se prennent de ce gel un peu stérilium comme ça qui tue 99,9% des bactéries. Et ils passaient à tour de rôle tous comme ça pour se frotter les mains, puis ils expliquaient que les poignées de main, c'était pas forcément dans le vestiaire qu'il y avait beaucoup de microbes, c'était comme tu serres la main au joueur adverse. Il fallait quand même faire attention. Et j'aime bien le fait que... Ah ouais, alors c'est pareil à Genève, tu vois, mais Ville Peltonen avait une gastro aussi la semaine d'avant, donc ça tourne dans les vestiaires, puis tu es obligé d'essayer d'endiguer ça d'une manière ou d'une autre, et ben voilà. Tu as mentionné Gunderson juste avant, ça permet de parler de Fribourg, qui, là aussi, victoire contre Davos 3-1 à domicile, et puis derrière, Derby de Zeringen perdu, alors que tu mènes 2-1, peut-être que tu peux faire mieux, sans doute que tu peux faire mieux, que tu as un Berne qui est pas exceptionnel. Et la Berne revient un peu depuis qu'il y a Karunan, c'est mieux qu'avant. Puis j'ai envie de dire que c'est ce week-end fribourgeois, c'est Brodin et les angles impossibles. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Ouais, 2 goals hallucinants en termes de... Ce qui est dommage, alors oui, il met 2 buts magnifiques. De trouver les lucarnes. Ouais, c'est très solide, je suis d'accord avec toi. Ce qui est dommage dans ce match fribourgeois à Berne, c'est la pénalité de Schmutz. Il doit jamais aller la prendre. Celle-là, tu mènes 2-1 à Berne à la 35e. Berne est un petit peu sur les talons. Puis là, il va prendre une pénalité stupide dans le coin. Sur le power play qui suit, goal, quoi. Ça a pris 40 secondes, but de Ruffenhardt. Puis là, le match est relancé. Ils n'ont pas perdu le match là, il y a 2-2 à la 40e. Hein. Mais si tu arrives à faire douter un peu Berne, on voit quand même. Surtout, Berne avait fait ses points la veille, donc tu peux avoir une chance d'arriver déjà à une deuxième pause là, puis les voir un peu paniquer. Mais là, ils n'ont pas eu le temps. Donc, il n'y a eu que 5 minutes après le 2-1 de Brodin pour le 2-2 de Ruffenhardt. Ouais, ça fait un peu chenille quand même. Pour moi, c'est clairement un des tournants, ou voire le tournant du match. Après, en fin de match, il y a Bikov qui prend une mauvaise pénalité aussi à la 57e. Au moment où tu espères faire ton push final pour égaliser. Mauvaise pénalité, tu sors le gardien, mais du coup, c'est pour un 5 contre 5, but dans la cage vide. C'est pas la cata, surtout qu'il y avait eu une victoire la veille contre un assez mauvais Davos, on l'a déjà dit, mais victoire quand même. Ouais, là, ça fait 5 matchs qu'ils alternent défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Le problème, c'est que Fribourg peut pas se le permettre. Là où Genève, on peut se le permettre, même s'il faut pas le dire trop fort à certains joueurs, mais ils peuvent se le permettre d'enchaîner comme ça. Fribourg, ils ont le même nombre de points que Berne, certes un match en moins, mais à cause de ce début de saison raté, tu te dois de faire plus que du 1-1 actuellement. Mais ça va, honnêtement. Je trouve plus dommageable la défaite contre Lugano de mardi dernier, contre un Lugano qui était franchement prenable, que cette défaite à Berne. Berne, tu as le droit d'aller perdre, même si depuis le début de saison, c'est un petit Berne. Ils vont en gagner les matchs. Ouais, c'est ça. Et il y a l'histoire du gardien aussi. À un moment, on parle souvent de Hiller avec Bienne, qui est exceptionnel, qui te gagne des points. Je pense que Berra en a aussi gagné quelques-uns pour Fribourg cette saison. Et là, tu peux pas non plus être extraordinaire tout au long. Et peut-être un match où il te fait pas le save qu'il faut. Il faudra peut-être 1 ou 2 buts de plus de tes attaquants, ou en tout cas de ton équipe, pour que ça puisse passer. Effectivement, mais ouais, Reto Berra, il est... Mais tu lui en veux pas, hein, Alors, moi, à titre personnel, non. En tout cas. Mais effectivement, on a pu avoir 2-3 doutes sur lui la saison dernière. Et je pense que nous, à ce micro, on a plutôt eu tendance à dire non, mais regardez à quel point il était pour aider le pauvre. Et malgré ça, il sort une saison qui tient la route, malgré les play-outs. Là, il a fait un gros pas en avant cette saison. Et si Fribourg se relève actuellement, c'est aussi parce que Berra est vraiment solide. Là, depuis le début de saison, il a 93% d'arrêt. Exact. Je trouve vraiment impressionnant. Malgré il a 2,28 buts encaissés par match, donc c'est-à-dire qu'il prend quand même un assez bon volume de shoot, mais il est vraiment solide. Jour un peu off, t'as raison à Berne. Et c'est vraiment un peu. Hein, ouais. C'est pas oulala la performance catastrophique de Reto Berra. C'est vraiment pour dire de temps en temps, t'es pas extraterrestre, tu retombes un peu les pieds sur terre. Puis... Mais on l'a mentionné avant, moi, plus je vois Gunderson jouer, plus j'aime ce joueur en fait. Pas au niveau d'un Temernes qui peut-être qu'on le connaît aussi un petit peu plus, on l'a vu jouer plus que 20 matchs.
À force, tu t'habitues, tu te dis, Le standard. ouais, il l'a fait sur autant de matchs, Teum Ernest, donc c'est son niveau. Là, tu vas se dire, bon, est-ce que Gunderson qui a 1 point par match quasiment depuis le début de saison ou presque, ou surtout depuis 15 matchs, il a 1 point par match. Est-ce que c'est ça son standard ou pas? Mais en tout cas, actuellement, il est fantastique ce joueur. Offensivement, il est toujours juste. Derrière, moi, on m'avait dit avant son arrivée, tu verras, c'est 4 highlights offensifs et 3 conneries défensives. J'avais répondu, bon, ça fait plus 1 sur le match, c'est bon. On m'a dit que c'était pas comme ça qu'il fallait réfléchir. Mais là, moi, les highlights offensifs, et encore highlights, non, moi, je vois des jeux justes. C'est pas des trucs, il fait pas des spinneramas en zone offensive et puis des passes aveugles et tout. Non, il joue juste, il bouge bien le puck en powerplay. Il shoot moins en powerplay maintenant qu'en début de saison, mais il est beaucoup plus efficace parce que le puck tourne mieux. Et en zone offensive, il soutient énormément l'attaque. On voit le but à Berne qui marque le premier but de Fribourg. Dernay tourne derrière la cage, c'est lui qui vient soutenir l'attaque dans le slot. Et quand tu offres des lignes de passe comme ça, Dernay il va forcément les voir. Donc moi j'aime vraiment bien ce joueur, et de l'avoir re-signé tôt dans la saison, c'était une bien belle idée. Mais c'était très drôle parce que j'avais parlé, je sais plus quel épisode c'était, mais ça devait être au mois d'octobre, peut-être juste avant le limogeage de Mark French, ou peut-être juste après. Je trouvais que Gunderson, c'était dommage, on l'annonçait fort, puis il était moins présent. Et puis depuis que Mark French est parti et que Christian Dubé a repris l'équipe, il est meilleur. En fait, on voit le vrai Gunderson. Ah, complètement. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire finalement, ce que Christian Dubé a identifié en tant que GM, en disant ce joueur-là, je le vois bien dans notre contingent. Puis il était mal utilisé, ou en tout cas, ça ne matchait pas avec son coach, il ne le mettait pas en position de faire quelque chose. Puis là, tout d'un coup, de fait que Dubé ait repris l'équipe et le mette en position comme il l'imaginait, on se dit, ouais, c'est comme ça que ça devait aller, visiblement, puisqu'il est aussi bon qu'annoncé. Mais l'idée était quand même de proposer un jeu plus offensif, justement, de produire plus de jeux avec Mark French. Avant la saison, c'était quand même consigne, ou en tout cas c'était l'idée du club de dire on aimerait que le jeu soit un peu plus tourné vers l'attaque. C'est bien joli d'avoir mis une assise défensive, mais voilà. Et ça s'était passé durant la préparation. J'étais allé voir un ou l'autre match de Fribourg en préparation. Ça jouait vraiment ok. Tu voyais que c'était plus libéré en préparation. Puis dès le premier match de la saison, tu as l'impression qu'il y a la chape de plomb qui est retombée sur l'équipe. Et c'était de nouveau timoré. Et après, effectivement, là, tu regardes alors, pas faire de l'autopromo, ou pourquoi pas, mais lundi passé, j'ai fait un article sur la métamorphose de Gauthieron sur le matin.ch, où j'explique avec des graphiques de Analyze Data l'implication des défenseurs, et notamment de Ryan Gunderson. C'est le jour et la nuit. Il est beaucoup plus présent dans le slot, en zone offensive, dans les coins aussi. Maintenant, il n'est pas rare de voir les défenseurs aller tourner derrière la cage, aller apporter des solutions aux attaquants, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Et pour un gars comme Gunderson, c'est vraiment ça lui convient beaucoup mieux. Il y a un sujet aussi que j'aimerais aborder avec toi, c'est Julien Sprunger. Je sais pas ce qui se passe là en ce moment, mais je l'ai vu moins utilisé contre Davos, et donc assez peu en vue finalement. Contre Berne, c'était temps de jeu en hausse, un peu la même chose avec Bikoff. Ils avaient un temps de jeu, je crois qu'ils étaient autour des 17 minutes, quelque chose comme ça. Et puis là, tout d'un coup, ils ont réussi à reproduire un peu offensivement, mais les matchs d'avant, Sprunger, on a l'habitude qu'il marque des buts. On a l'impression que quand ça part en prolongation, de toute façon, on peut déjà noter qu'il y a 50% de chances que le Fribourg va gagner, puis que ce sera un but de Sprunger à 3 contre 3. Quoi. Ouais, là, il est décevant en ce moment, Julien Sprunger. Et je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il est rattrapé par son âge, bêtement, et par la succession de blessures, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il est revenu trop tôt? Je sais pas aussi. Non, ça, j'ai pas cette impression. Mais en tout cas, actuellement, c'est assez décevant. Et c'est problématique parce qu'à Berne, j'ai trouvé que c'était presque le match où c'était le plus flagrant. Il était tout le temps un peu à contre-temps, il tente tout le temps son move sur son côté, mais il passe jamais. Il doit être très frustré actuellement. Puis maintenant, la question, c'est est-ce que tu t'entêtes avec Sprunger sur ta deuxième ligne, ou est-ce que tu le changes? Et je me demande dans quelle mesure on va pas vers un changement de ligne pour essayer de faire progresser la deuxième ligne avec autour de Bikoff.
Après, le problème, c'est que tu as Valzer et Rossi qui vont assez bien. Ouais, j'allais dire Valzer, là, maintenant, Donc, il joue des minutes, en plus. Ouais, donc c'est assez compliqué, je pense, à trouver un équilibre. Mais effectivement, si Fribourg veut franchir un palier, ça va passer par une meilleure production de sa deuxième ligne. Actuellement, c'est vraiment pas le cas. Et puis, juste un petit clin d'œil aussi à Nathan Marchand, qui a été finalement challengé. Hein. Il avait un début de saison extrêmement difficile, pour pas dire plus. On attendait à ce qu'il puisse produire. Il marque un très joli but, en plus en powerplay. Oui. Et il a travaillé avec notamment le skills coach Doug Boulanger. On voit que finalement, quand tu fais du travail spécifique, c'est pas un mauvais joueur. Il lui manquait juste peut-être un tout petit peu d'efficacité. C'est amusant. Il vient travailler avec lui et 1 ou 2 matchs plus tard, il est récompensé. Et c'est un peu une histoire comme ça qui se passe dans le hockey suisse. Ça doit sans doute arriver plus souvent qu'on ne le pense. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Bah, est-ce que justement, tu as peut-être amené une des solutions à la deuxième ligne? Je sais pas, hein. Mais on rappelle quand même que Nathan Marchand, c'est un joueur qui valait 7 buts l'année passée, 14 points. Donc, tu t'attends peut-être à ce qu'il passe à une vingtaine de points. Exactement. Et si tu as un joueur à une vingtaine de points, tu peux te dire, ouais, il mérite sa place dans une deuxième ligne. Surtout qu'il a 22 ans, donc il est quand même encore en train de progresser. Est-ce qu'il va pas prendre une place sur la deuxième ligne avec Bikoff à la place de Sprunger, que tu descendrais d'une ligne mais c'est ça... difficile. Hein. On parle de Sprunger, on parle de Fribourg et Sprunger. On parle du capitaine, l'âme du club. Difficile. Moi, je pense plutôt que voilà, il traverse peut-être une passe plus compliquée, mais il a eu l'habitude d'en traverser plusieurs durant sa carrière, puis il sait rebondir. Enfin... Ouais, bah on verra. La semaine de pause, là, elle va pas faire de mal. Parce que, ouais, vraiment, le match à Berne, jusqu'à présent, je m'étais dit, ouais, il est pas en réussite. Il avait 20 tirs consécutifs sans marquer. Julien Sprunger, ça doit jamais lui arriver, ça, normalement, ou presque. Et là, à Berne, j'ai vraiment trouvé un premier pas aussi rapide qu'on a l'habitude, d'où ces moves qui passent pas et pas mal de frustration, du coup, j'imagine, de tout le temps se faire contrer. Il était bien défendu par la défense bernoise, mais quand même, là, ça peut devenir inquiétant, en tout cas. On finit par Bienne, qui, alors lui, a la particularité, effectivement, vu qu'on enregistre cet épisode lundi, d'avoir joué un seul match depuis le dernier épisode. C'était contre Genève, on en a parlé. Donc, on l'avoue, on a moins de choses à dire, mais j'aimerais quand même juste revenir un petit peu sur Bienne en ce moment, et notamment sur le match. On a un Kunti qui est présent sur les 3 buts encaissés. Et alors c'est un peu ta tête de Turc, ça, Kunti, me semble, non ? Non, du tout. Parce qu'il peut être bon, il avait été excellent. On l'avait dit quand Brunner revient, fait son match où il marque 2 buts. Exact. Kunti, Künzle, Brunner, elle avait créé un but absolument magnifique, cette ligne, donc aucun problème. Mais là, voilà, il se trouve qu'il est quand même présent. Tanner Richard, quand contre Rapperswil, il n'a pas été excellent sur le 3e but. Kunti, je dis pas qu'il est responsable des 3 goals biennois, mais voilà, il se trouve que c'est pas exceptionnel. Je voudrais aussi te demander ce qui se passe, parce que on a beaucoup parlé de Michael Ugly, et il a une poisse pas possible. Maintenant, il est out, il a une blessure au genou. Ouais. Il a été re-signé à raison par Bienne. C'était il était ce qu'il fallait faire. très demandé, je peux te dire. Exactement. Et il est bon, ce joueur, mais là, il connaît une saison. On a l'impression qu'un coup c'est l'épaule, un coup c'est la cheville, un coup c'est le genou, un coup c'est une commotion, un coup c'est... Enfin, il aura toutes les parties du corps jusqu'au mois d'avril, quoi. Quand tu racontais ça, je pensais au jeu Dr Maboul qu'on avait quand on était gamin, où tu devais opérer un patient tantôt à la cheville, tantôt à l'épaule, justement. Et ça me faisait penser à ça, mais ouais, c'est assez malheureux, parce qu'il fait un sacré début de saison. Et il est précieux, il était sur la première ligne, il était très précieux. Là, ils ont mis Gillian Couler sur la première ligne. Il a eu 2 minutes 13 en powerplay aussi. Il a beaucoup joué en powerplay, il était pas mal présent devant la cage. Et moi, je persiste à croire qu'il il mérite ce temps de jeu-là. C'est pas par défaut qu'il est mis là. Moi, j'aime vraiment bien ce joueur, et je l'ai déjà dit. Je ne suis pas en train de m'entêter à hockey manager. Je l'ai toujours, certes, mais parce que je pense que c'est une bonne idée. Et que tu n'as plus de transfert. Ouais, bon, ça va. Mais je pense qu'avec... si tu as un Ugly là, c'est quand même autre chose sur cette première ligne. Moi, il y a quand même un truc qui m'a épaté, on va dire, ou étonné plutôt, vendredi à ce Genève-Bienne. Premier tiers, 16 tirs cadrés de Bienne. Deuxième tir, 3.
Ouais. Je sais pas, c'est on-off, cette équipe biennoise sur ce match-là. En tout cas, ils se sont fait éteindre par Genève en deuxième période et c'est vraiment surprenant, quoi. J'ai pas compris. Il y a des fois, tu vois un match puis tu comprends pas ce qui s'est passé. Ben là, c'est vraiment le cas. Et il y a, on a parlé du goal de Radgeb, donc on va pas y revenir. Mais effectivement, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez pas déjà vu, n'oubliez pas de regarder les highlights de Genève Bienne parce que vraiment, il passe en revue il fait toute la patinoire, il passe en revue toute la défense, c'est magnifique. Deux choses aussi, Forster, quand même assez lent, et j'ai trouvé que Rayala, malgré un assist, je crois, parce qu'il a toujours une belle vision de jeu, bah voilà, il peut être dans une phase où il est un poil plus transparent. Il connaît des phases, des fois, si on écoute les suiveurs biennois. Streaky, comme on dit en anglais. Exactement, par séquence. Il va par séquence, effectivement, et là, on est dans une séquence un petit peu plus compliqué, on va dire, mais voilà, c'est une valeur sûre, Tony Rayala, quand même, et il a vraiment prouvé qu'il était tout le temps capable de rebondir après même une période un peu plus compliquée. Je le vois bien rebondir en Champions. Et à part ça, là aussi on parlait de standard par rapport à certains joueurs. Tony Rayala, c'est quand même un point par match sur les 5 derniers, hein. Oui. Et dont 2 buts. Donc, mais c'est vrai qu'il a un tir cadré contre Genève. C'est assez rare d'avoir Rayala, alors que c'est quand même un peu un shooter ouais, fou, c'est ça. Où il se retrouve avec 5-6 occasions de but, 5-6 tirs par match. Là, il a qu'un tir cadré. Il a 0 points contre Rapperswil au match d'avant. Il a un but, certes, là, contre Zug, mais il y a moins ces matchs où tu le vois finir avec 2 buts, une passe. Alors, c'est un spécialiste des hat-tricks. On se rappelle de son début de saison où il met 5 buts en 2 matchs. Il était quasiment meilleure attaque du championnat à lui seul. Bah voilà, c'est une période un peu plus calme. Mais encore une fois, 5 matchs, 5 points pour Tony Rayala. Donc je verrais pas un problème Tony Rayala en ce moment, en tout cas. Tu penses que Bienne, en Champions, là, ils vont jouer à fond cette compétition, là, maintenant, comme ils ont gagné 3-2 à Frölunda, se dire, là, on va profiter, parce que ça va rajouter des matchs. Ça va rajouter des matchs, et en plus, la Coupe de Suisse qui vient juste, avec un match contre Ajoie, émotionnellement, c'est intéressant comme affiche, on va dire, c'est dimanche qui vient. Après avoir joué Frölunda le mardi, niveau pause, l'équipe nationale, c'est quand même pas vraiment ça. Bon, alors les joueurs n'ont pas été convoqués par Patrick Fischer pour le tournoi à Viège. Comme ceux de Lausanne et ceux de Zug. Exactement, heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr, si tu joues la Ligue des Champions jusque-là et que tu es en position favorable maintenant, c'est là où les clubs commencent à la jouer vraiment sérieusement. Ceux qui étaient qui trempaient le bout d'un orteil pour voir si l'eau était chaude, là tu y es, forcément il n'y a plus que 8 équipes en lice. Il y a un trophée quand même européen, même si la compétition peine à prendre en Suisse, il y a quand même un trophée européen qui est pas loin. Une demi-finale contre Lausanne, si Lausanne passe évidemment, ça pourrait quand même ça pourrait titiller, il me semble. Et puis, on va finir par une note NHL. On le fait pas tout le temps parce que il y a quand même des matchs. Il y a beaucoup de matchs. Et puis, on est quand même plus affecté au championnat de Suisse. On est désolé. Alors, puisqu'on se dit que nous, on suit les matchs depuis la Suisse, vaut mieux avoir quelqu'un sur place. C'est finalement plus malin. Des gens qui sont au contact direct des joueurs. Et on sait qu'en Suisse romande, le Canadien de Montréal est très, très suivi. Et l'avantage de poser la question à des gens sur place, c'est que tu n'as pas besoin de faire l'accent québécois. Exactement. Je te déteste. Et puis, on a rencontré, c'est drôle parce qu'on l'a rencontré en Russie, à Moscou, à l'occasion du championnat du monde 2016. C'est Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, qui suit le Canadien au quotidien, mais pas que, parce qu'effectivement, quand il se retrouve des fois dans des villes où il y a plusieurs clubs, il va voir des anciens joueurs de Montréal, des anciens coachs. Enfin, il connaît à peu près tout le monde en NHL. Et comme Montréal finit assez vite ses playoffs en général, s'ils sont en playoffs, du coup, il faut quand même qu'ils continuent de travailler un petit peu sur d'autres clubs. Là, tu viens de te mettre à dos tous les fans des Habs. Je suis très factuel. Hein. De ce monde, mais on lui a posé la question, on lui a même posé plusieurs questions. Il a eu l'extrême gentillesse de nous répondre. Donc, je vous propose d'écouter ses réponses. Salut Jean-Fred, salut Greg. Un mot qui me vient à l'idée serait décevant.
une saison qui partait avec beaucoup d'espoir. Bon départ pour le Canadien. Le Canadien se retrouvait parmi les bonnes équipes dans l'association de l'Est. Puis, à partir de la mi-novembre, Montréal frappe son mur. Un mur qui survient au même moment que les blessures à Jonathan Drouin, Paul Byron. C'est aussi une réalité assez frappante. Le Canadien a une bonne équipe, mais elle reste très loin d'être une puissance dans la Ligue nationale. Donc, c'est une équipe de milieu de peloton qui, à l'image de l'an dernier, va se battre dans l'espoir d'obtenir une participation aux séries, sans toutefois avoir aucune assurance. La division Atlantique reste une très très bonne division avec les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay qui dort mais qui finira par se réveiller. Donc Montréal va se battre, mais est-ce qu'ils vont participer aux séries, c'est une autre question. C'est aussi le signe d'une équipe qui manque de profondeur. Oui, Jonathan Drouin, c'est un bon attaquant. Jonathan Drouin connaissait une belle saison avant de se blesser, mais on parle quand même pas d'un joueur de la trempe d'Ovechkin, McDavid. On parle pas d'une superstar de la Ligue nationale. En temps normal, quand un joueur comme Drouin se blesse, quelqu'un d'autre peut prendre la relève et on va pallier à la perte, à la blessure. Dans le cas du Canadien, mais ça prouve aussi un manque de profondeur. C'est pas l'équipe qui est la mieux nantie à l'attaque offensivement. Il n'y a pas de grand nom. La fondation de l'équipe repose essentiellement sur un gardien de but à 10,5 millions en Carey Price. Shea Weber à plus de 7 millions prend aussi beaucoup de place sur l'enveloppe salariale. Donc, c'est à se redemander, est-ce que le Canadien a choisi de construire son équipe de la bonne façon? Est-ce que Marc Bergevin a placé son argent au bon endroit? Si on regarde les équipes de pointe dans la Ligue nationale, elles vont miser sur de très, très bons attaquants, des attaquants de renom, des attaquants vedettes, qui vont toucher souvent moins que les 10,5 millions de Carey Price. Donc, du côté du Canadien, il n'y a pas un joueur qui peut transformer cette équipe, qui peut transformer un match moribond en une victoire par une seule présence. Il n'y a pas un attaquant assez offensif pour tourner le vent rapidement. Donc, comment résumer ce début de saison? Moi, je persiste avec le mot quand même décevant. C'est une équipe qui a glissé au classement, mais c'est aussi, il faut être réaliste. Le Canadien l'an dernier n'a pas participé aux séries. On n'a jamais voulu accorder ou attacher le mot reconstruction au Canadien de Montréal. C'est un mot qui fait peur pour les amateurs. Reconstruire une équipe de A à Z, mais c'est peut-être l'avenue que le Canadien devrait explorer. Oui, on veut miser sur la jeunesse, mais il faudrait peut-être aussi faire un tournant, puis ne pas avoir peur de parler du mot reconstruction. Comment les gens ont vécu la séquence de 8 revers d'affilée? Comment les journalistes aussi ont vécu cette séquence de 8 revers d'affilée? Mais il faut comprendre qu'à Montréal, 8 défaites d'affilée, c'est synonyme de drame, c'est synonyme de crise, de tempête. On peut trouver le synonyme qu'on veut, mais ça n'allait pas bien du côté du Canadien. Sur les réseaux sociaux aussi, ça fait parfois peur, les réseaux sociaux, pour dire la vérité, mais on réclamait des congédiements. Quand une équipe traverse une période creuse, c'est souvent le réflexe chez les partisans. On avait besoin de trouver des coupables. Le nom de Claude Julien ressortait évidemment, celui de Marc Bergevin également, le directeur gérant de l'équipe. D'autres espéraient le départ de Carey Price, le départ de Shea Weber. C'est peut-être souvent moins sexy, mais en période de crise, il faut apprendre à rester calme, il faut apprendre à rester patient. C'est ce que Marc Bergevin a fait. Il n'y a pas eu de panique chez le Canadien, il n'y a pas eu une grande transaction. On a misé sur le même effectif. Jeff Molson, le propriétaire, a réitéré sa foi en Marc Bergevin, sa foi également en Claude Julien. Donc, tout le monde reste en place. Il y a eu un seul changement pendant cette période de tempête. C'est le départ de Keith Kincaid, le gardien adjoint, le gardien numéro 2, acquis sur le marché des joueurs autonomes à un salaire de 1,75 million. Bien, Kincaid est maintenant gardien avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Et le Canadien a fait signe à Cayden Primo, un très jeune gardien de 20 ans, un choix de 7e tour, le fils de Keith Primo, mais rempli de promesses. C'est un gardien qui a connu une belle carrière universitaire dans la NCAA. Connaissait un très bon départ dans la Ligue américaine également. Puis on a choisi de rappeler Cayden Primo à 20 ans seulement pour être le numéro 2 avec le Canadien. Donc l'adjoint Price
Pour l'instant, Primo a obtenu un départ, une défaite contre l'Avalanche du Colorado, mais un bon match. Est-ce que c'est le choix logique d'inviter un gardien aussi jeune à Montréal immédiatement? Ça peut permettre de peut-être placer un petit peu de pression sur les épaules de Carey Price qui connaît une saison décevante. Donc Primo va être là, va obtenir quelques départs, possiblement pas un grand nombre de départs, on va rester quand même prudent, mais ça va surtout permettre à Carey Price d'avoir un petit peu plus de repos, sachant qu'il y a beaucoup de matchs, 2 matchs en 2 soirs dans la Ligue nationale de hockey. C'est important maintenant d'avoir un bon gardien numéro 2. Les bonnes équipes, je pense aux Bruins de Boston, mise sur Yaroslav Halak pour épauler Tuukka Rask. Donc, Halak, oui, est beaucoup plus vieux, mais le Canadien a choisi d'y aller avec Primo. Est-ce que ce sera le cas toute l'année? On verra. Mais Kincaid, c'est un gardien qui n'a rien fait pour convaincre la direction qu'il méritait de rester à Montréal. Donc, on a choisi d'agir rapidement et de le renvoyer du côté de Laval dans la Ligue américaine. Quel joueur du CH t'impressionne le plus? Il y a quelques choix intéressants, mais je vais y aller. Si on doit choisir un seul joueur, je vais y aller pour le capitaine Shea Weber. Un Shea Weber en santé, c'est un Shea Weber qui retrouve aussi une production très intéressante. 23 points à ses 30 premiers matchs, déjà 9 buts, un dossier de plus 9, passe près de 24 minutes par match. Puis Weber reste le capitaine de cette équipe, c'est le meneur, c'est le leader chez le Canadien. C'est lui qui a calmé un peu tout le monde aussi dans la période creuse de l'équipe. C'est un joueur qui est crucial aux Canadiens de Montréal. Je prends l'exemple du dernier match contre les Rangers à New York au Madison Square Garden. Weber reçoit un tir en plein visage de Ryan Strome. Saigne, retourne au banc, demande même pas à partir pour le vestiaire, choisit de rester au banc, parle à ses coéquipiers, la bouche ensanglantée. Bon, c'est l'image typique du guerrier. J'aime plus ou moins reprendre les clichés comme celui de guerrier. Mais Weber, c'est un défenseur qui... Mike Babcock l'avait qualifié de l'homme montagne. Mais un Shea Weber en santé, un Shea Weber confiant. Même si Shea Weber vieillit, reste un très très bon défenseur. Le Canadien mise énormément sur Weber. Donc, mon coup de cœur en ce début de saison va chez Weber. Mention honorable pour Brendan Gallagher. Gallagher reste intuable. C'est ce petit ailier qui a marqué 30 buts et plus à ses 2 dernières saisons et qui se dirige vers une autre saison de 30 buts. Déjà 13 buts à sa fiche pour Brendan Gallagher. Mention honorable également à Philippe Danault. Philippe Danault, centre à caractère défensif, mais aussi avec des missions offensives. 23 points pour Danault. Joue comme poste de premier centre chez le Canadien avec Thomas Tatar et Brendan Gallagher. Puis Danault, c'est l'homme de confiance de Claude Julien pour des tâches plus défensives contre les gros trios de l'équipe adverse. Un joueur très intelligent qui commence à obtenir quelques votes à la fin de l'année pour le trophée Frank Selke, remis au meilleur joueur à caractère défensif parmi les attaquants. Puis finalement, si je dois donner une autre mention honorable, je vais y aller pour Nick Suzuki. Le Canadien parle énormément d'un virage jeunesse. Suzuki cadre parfaitement. 20 ans, première saison en Ligue nationale, joue au centre, joue à l'aile, joue parfois au sein d'un deuxième trio, parfois au sein d'une quatrième unité, mais reste fiable, efficace. Un jeune joueur très intelligent qui, dans quelques saisons, deviendra un des bons attaquants chez le Canadien de Montréal. Quel joueur déçoit le plus? Encore une fois, si j'ai un seul joueur à identifier, un seul joueur à encercler, je vais y aller pour Max Domi. Oui, le choix de Domi peut peut-être paraître sévère, mais Domi revient d'une saison, l'an dernier, saison de 70 points. C'était la lune de miel entre Max Domi et le Canadien de Montréal. Cette année, c'est une réalité différente. Domi se cherche offensivement, seulement 6 buts après 30 matchs, 18 points pour Max Domi. Son contrat se termine cette année, devra renégocier avec le Canadien. On parlerait d'une possible entente à long terme, c'est du moins le souhait du clan Domi. Et plusieurs millions, évidemment. Là. Domi pourrait reluquer un contrat de 6-7 millions par année. Mais de la façon qu'il joue depuis le début de l'année, c'est un point d'interrogation, c'est un drapeau rouge pour Marc Bergevin. Domi est parfois égoïste, boudé quand Claude Julien a choisi de l'utiliser à l'aile gauche plutôt qu'au centre. C'est un joueur qui connaît vraiment une saison là, très, très, très moyenne, je dirais, dans le cas de Max Domi. Puis sinon, si on doit identifier un autre coupable, si on veut un autre joueur avec une saison
à tout le moins, qui n'est pas à la lumière de son talent, bien, pas le choix d'y aller avec Carey Price. Carey Price a connu un mois de novembre catastrophique. Price, depuis le début de la saison, c'est une moyenne de 3,04. C'est un pourcentage d'arrêt qui dépasse à peine 900 à 902. Donc Price, vraiment, vraiment connu un passage à vide qui correspondait aussi à la séquence de défaite du Canadien, 8 revers d'affilée. Mais devant lui, ça reste une unité de défenseurs très fragile, surtout du côté gauche. C'est souvent le réflexe le plus facile de blâmer le gardien de but, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs devant lui. Price va bloquer les tirs qu'il peut voir. Disons que les chances de qualité qu'on accorde chez le Canadien sont excessivement élevées. Mais bon, on peut chercher à défendre Price. Il va être le premier à reconnaître, il l'a dit aussi, qu'il n'est pas satisfait de son début d'année. C'en est un qui doit absolument se raplomber si le Canadien espère cogner à la porte d'une participation en série. Puis alors, aussi, comme il a justement la possibilité de parler à d'autres personnes, il connaît bien le nouvel entraîneur des Devils, Alain Nasreddine, qui est un Montréalais. Et puis, au téléphone, il m'a dit « Ah ouais, j'ai discuté avec lui il y a tout soudain, là, il n'y a pas longtemps, quand j'étais à New York. On a profité de parler des Devils, et notamment de Nico Hischier. Je vous propose d'écouter sa réponse et comment il a vécu cette entrevue avec Alain Nasreddine. » Bon, pour ma petite discussion avec Alain Nasreddine est le nouvel entraîneur-chef chez les Devils New Jersey. Vendredi matin, je me retrouvais à New York pour la couverture d'un match entre le Canadien et les Rangers. Mais c'était congé d'entraînement le matin du match, autant chez le Canadien que les Rangers. Donc, j'ai décidé de partir pour Newark. Newark, c'est du côté de New Jersey, à peine 20 minutes en train de Manhattan, de New York. Donc, un choix logique, facile comme déplacement. J'ai eu une belle discussion avec Alain Nasreddine, qui est un entraîneur montréalais qui roulait sa bosse comme entraîneur adjoint depuis maintenant 10 ans. 5 ans avec les Penguins de Wilkes-Barre dans la Ligue américaine, l'équipe école des Penguins de Pittsburgh. 5 autres années avec les Devils de New Jersey. Et toujours comme adjoint à John Haynes. Donc, pour lui, ça a été un gros choc. Réalise son rêve, celui de devenir entraîneur-chef de la Ligue nationale, mais ça arrive au même moment que son mentor, son ami, son complice des dernières années se fait congédier. Au fil de la discussion, qu'est-ce qui ressort de la discussion avec Alain Nasreddine? Je sais que chez vous, en Suisse, il y a un joueur chez les Devils que vous surveillez étroitement et avec raison, c'est Nico Hischier. Quand j'ai posé la question à Nasreddine, qu'est-ce que tu peux me dire du futur des Devils, avec qui vous voulez construire cette équipe-là? Nasreddine a mentionné 2 noms sans aucune hésitation. Jack Hughes, le tout premier choix au dernier repêchage, et Nico Hischier, également un tout premier choix. Donc, c'est clair et net, chez les Devils, on a une vision à long terme qui passe par la ligne de centre, avec un centre américain tout jeune en Jack Hughes et un centre suisse. Donc, heureux de pouvoir travailler avec lui. Mais bon, à l'image de l'équipe, on ne peut pas parler d'une saison flamboyante pour Nico. Comme les Devils, c'est une équipe qui se cherche, qui a congédié son entraîneur en chef et qui n'a toujours pas gagné depuis l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc, c'est une saison difficile au New Jersey, mais ça passe aussi par la relance du jeu. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs de renom au New Jersey. Même l'arrivée de Piquet Subban n'a absolument rien changé. Pour être franc, Subban connaît une saison catastrophique avec les Devils. Donc, par conséquent, c'est certain que les attaquants vont en souffrir. Donc, il faut quand même rester patient avec Nico, mais c'est ce que Nasreddine entend faire. Ben voilà, on est arrivé au bout de cet épisode avec un petit détour par l'Amérique du Nord. Vu qu'on a une pause qui se profile devant nous, c'était la bonne occasion, je pense. Prochain épisode dans 2 jours. Dans 2 jours, avec un invité spécial. On vous en dit pas plus pour parler pas mal de hockey manager, mais vraiment pas que. Vous verrez, vous écouterez. Et d'ici là, le prochain épisode qu'on va enregistrer la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Et il y a le forum aussi maintenant. À nous écouter sur Spotify, SoundCloud, etc. On est présent sur le forum. Si vous avez des questions, ça peut être un moyen de venir nous les poser ou interagir.
On n'est pas loin. Et puis sinon, profitez bien de ces quelques jours de pause pour ceux qui vont pas à Viège. Et puis moi, je tiens aussi à remercier évidemment chaudement, encore une fois, Jean-François Chaumont pour sa disponibilité, sa gentillesse, d'avoir discuté de Ligue nationale avec nous. Allez, ciao.